Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Alice de Cazeneuve. Alors Alice est responsable du développement des compétences en matière d'innovation pour Airbus. Donc pour cette grande entreprise que tout le monde connaît, elle développe la culture de l'innovation et déploie des outils et des méthodes pour accélérer l'émergence de nouvelles activités. Alors Alice a également un autre rôle, notamment dans le domaine de la publication des normes internationales en matière d'innovation, toute la série ISO 56000, puisque depuis 2013, elle préside le comité international qui regroupe plus de 50 pays. Et donc elle travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et puis enfin l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors en plus de toutes ces activités, elle anime également un podcast, donc sur le site encore, qui s'appelle L'Ampoule. Voilà, et donc Alice est tout à fait légitime pour nous parler aujourd'hui d'innovation au sens large. Alice, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour démarrer notre discussion donc sur le thème de l'innovation, peut-être partons de la définition de l'innovation et puis l'histoire de cette définition, parce que je crois que dans le cadre des travaux de l'ISO, ça a déjà été un démarrage tout à fait important et nécessaire, mais qui a pris un petit peu de temps pour aligner les différents points de vue. Oui, en effet, on a commencé les travaux au niveau ISO en 2013 et la première question, ça a été de se mettre d'accord sur ce qu'était l'innovation. Alors, le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'aller dans les documents qui existaient déjà et on a regardé la définition qui était proposée par l'OCDE. Et dans leur définition, il y avait une certaine confusion qui était faite entre l'innovation en tant que résultat, l'innovation en tant que processus et l'innovation comme un ensemble d'activités menées au sein d'une organisation. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais on s'est dit, OK, on va considérer l'innovation comme un résultat. Et la définition qui existe aujourd'hui dans les textes de l'ISO, c'est que l'innovation est une entité nouvelle ou modifiée qui crée ou redistribue de la valeur. Cette définition, elle nous permet déjà de clarifier ce que c'est. Donc, on va pouvoir parler comme ça après de processus d'innovation, d'activités liées à l'innovation. Et ce qu'on a souhaité faire aussi en proposant cette définition, ce n'est pas que de la garder au niveau ISO, mais de la partager aussi avec d'autres institutions internationales. Et comme tu l'as souligné, on est en lien avec l'OCDE qui a adopté notre définition en révisant leur propre référentiel, et notamment le manuel d'Oslo qui permet de donner des métriques sur le potentiel d'innovation des différents pays, et aussi avec l'OMC, l'OMPI et la Banque mondiale. Et ça a pris beaucoup de temps pour les mettre d'accord, parce que chacune de ces institutions a un schéma de pensée qui est assez différent. L'OCDE, c'est le monde des statisticiens. L'OMC, l'OMPI, c'est le monde des juristes. Et arriver à créer un dialogue, partager le vocabulaire, ça a été un travail de longue haleine, mais qui a été mené avec passion et avec l'ensemble des experts au niveau ISO. Alors, je propose qu'on garde évidemment cette définition en ligne de mire, donc une entité nouvelle ou modifiée qui crée ou qui redistribue de la valeur.
Alors, le premier terme entité, est-ce que c'est aussi clair que ça? Parce que pour avoir lu la définition, on pense à un produit, à un service, mais à plein d'autres choses. Alors, effectivement, ça, j'avoue qu'on n'est pas très très heureux du terme entité. Pendant très longtemps, on avait cette définition en utilisant le terme objet. Mais le terme objet était utilisé déjà par une autre norme ISO, donc il fallait s'en démarquer. Alors on a pris le terme entité, qui nous paraissait suffisamment générique. Derrière, quand on regarde les notes de la définition, on précise ce qu'on entend par entité. Et là, on va parler de produits, services, mais aussi d'organisation et de business model, de modèle d'affaires. L'idée, c'est de dire que dans l'innovation, on ne va pas seulement avoir voilà, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture ou un nouveau moyen d'avoir des plats chauds à la maison. Non, non, ça va être aussi comment est-ce que dans la société, on va pouvoir s'organiser différemment pour proposer une autre manière de consommer, une autre manière d'appréhender la relation aux autres. C'est comme ça que l'on voit l'innovation d'un point de vue organisationnel. Et puis, il y a l'organisation aussi d'un point de vue modèle d'affaires. Comment est-ce que l'on va vendre différemment? Comment est-ce que l'on va partager la valeur qui a été créée par cette innovation? D'accord. Donc l'entité, c'est finalement voilà, un cadre assez large pour se permettre en fait d'englober tout ce qui peut être nouveau, hein, du produit, service, organisation et business model. Et alors l'autre point important et l'autre mot important de la définition, c'est évidemment la valeur. Qu'est-ce qu'on entend par valeur? Évidemment, quand on lit pour la première fois cette définition, on pense évidemment à une valeur économique. J'imagine que c'est un peu plus large que ça. Exactement. Ce que l'on a cherché à faire, c'est en utilisant le terme valeur, on a été obligé de le définir déjà, de définir ce qu'était la valeur, et on l'a défini comme étant on crée de la valeur à partir du moment où on satisfait un besoin qui a été émis. Donc, ça va être la satisfaction d'un besoin. Mais cette valeur, elle n'est pas forcément financière. Et ça a été le point de discussion le plus compliqué, je dirais, avec l'OCDE. Et en changeant la définition, on change aussi donc la perception de l'innovation par l'OCDE. On change la manière dont ils font leurs statistiques. Et à partir du moment où on change la manière dont ils font les statistiques, quelque part, on a un impact sur les politiques publiques. Parce que la plupart des pays veulent être en tête des différents classements OCDE. C'est un moyen de montrer qu'ils sont innovants, ils ont une bonne éducation, etc. Et en expliquant que la valeur n'est pas forcément une valeur financière, mais ça peut être une valeur sociétale, une valeur environnementale, on va avoir comme ça des politiques publiques qui vont être plus ouvertes à d'autres moyens de créer des valeurs et des valeurs qui vont être différentes et pas uniquement financières. D'accord, oui, c'est tout à fait clair, notamment dans une logique, voilà, un petit peu de développement durable. On voit bien qu'avec effectivement la finance, le social et l'environnemental, on couvre les trois domaines voilà, du développement durable. Est-ce que dans vos travaux, vous avez réfléchi ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été produites sur le calcul de cette valeur? Alors ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça va dépendre du contexte, du contexte de l'organisation, de sa vision, de sa stratégie et de ce qu'elle veut obtenir. Donc, ce sont des travaux qui ont lieu en cours, qui sont en cours pour mesurer vraiment quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir définir. Après, il existe donc dans le manuel d'Oslo de l'OCDE les propres indicateurs de statisticiens où là, ils savent qu'ils sont capables de faire remonter ces informations-là. Mais au niveau de l'organisation, ce sont des travaux qui sont en cours et qui donnent lieu à pas mal de débats, je dois dire. Est-ce que du coup l'ISO va produire un guide pratique ou un référentiel qui permettrait justement de capitaliser sur tous ces travaux? À l'heure actuelle, on a déjà des normes qui ont été publiées. Donc, on a l'ISO 56002 qui décrit un système de management de l'innovation.
On a aussi un document sur la gestion des partenariats, puisque quand on travaille dans un projet d'innovation, il y a des compétences que l'on maîtrise, et puis il y a l'inconnu, ce que l'on ne connaît pas, qui va nous permettre justement d'être innovant. Et comment identifier le partenaire, comment mettre en place une gouvernance avec lui, autant de questions qui sont dans ce document où on propose différents outils. On a aussi un document sur la propriété intellectuelle, comment utiliser cet outil pour créer de la valeur au sein de l'entreprise tout au long du projet d'innovation. Ces biens qui sont intangibles, comment arriver à les formaliser et à faire naître une culture d'innovation, une culture de propriété intellectuelle au sein de l'organisation. On a aussi un document qui est sur les aspects de l'intelligence stratégique, qui est en cours de publication. On a aussi un document qui est sur l'évaluation du management de l'innovation. Là, c'est un document qui est surtout pour les consultants qui cherchent à créer des outils de benchmark entre les organisations. Et évidemment, on a aussi l'ISO 56000 qui liste l'ensemble des termes et définitions pour le management de l'innovation. D'accord. Pour information, la norme ISO 56000 est accessible assez facilement en ligne, je crois bien. Oui, comme l'ensemble des termes définis par l'ISO, je pense que ça peut être utile qu'on mette le lien en description. Vous tapez un mot et hop, vous avez toutes les normes qui font référence à ce terme-là et qui le définissent. Donc on gardera précieusement ce lien effectivement pour avoir des définitions en tout cas partagées et validées à un niveau international. Alors merci pour cette première introduction sur les bases de l'innovation et on voit déjà que la notion de valeur arrive assez rapidement. Restons dans le monde de l'innovation, mais allons dans le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, selon ton point de vue, quelle est la place qui est donnée à l'innovation ? En quoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de devoir normaliser cette activité d'innovation alors que les entreprises depuis déjà de nombreuses années ont des activités de recherche, des activités de développement, des activités de marketing, des activités de fusion et d'acquisition, et finalement tous ces périmètres-là, sont quand même à rapprocher de ce que l'on fait dans une démarche d'innovation. Donc, quelle place aujourd'hui et quelle est l'histoire finalement de l'innovation et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à se poser la question de la normalisation de cette activité-là ? Alors, heureusement que les entreprises ne nous ont pas attendus pour innover. Ce qu'on a souhaité faire avec ces normes-là, c'était partager les bonnes pratiques et arriver surtout à rendre visible l'innovation dans une entreprise. Parce que, à l'heure actuelle, les gens qui sont responsables des cellules anticipation, départements innovation, ne sont pas forcément perçus comme étant ceux qui vont définir le futur de l'entreprise. C'est un petit peu les gens qu'on ne comprend pas bien, qui sont au fond du couloir et qui font des choses qui sont très amusantes, mais non, c'est pas ce qui fait vivre la société. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui feront vivre la société, mais dans le futur. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est montrer que c'était pas par hasard qu'on arrivait à innover. Et c'était pas juste certaines personnes qui avaient certains dons qui étaient capables de proposer l'idée révolutionnaire. Non, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des pratiques et que ce n'est pas ce qu'on souhaitait faire, c'était pas dire ça c'est innovation, ça ce n'est pas une innovation. Non, ce qu'on souhaitait faire vraiment, c'était expliquer quelle était la structure, quel était le cadre qu'on pouvait mettre autour pour, dans un premier temps, être sûr que on écoute l'ensemble des employés qui avaient des idées à proposer. Comment est-ce qu'on allait arriver à définir une stratégie d'innovation ? Comment cette stratégie d'innovation pouvait être en accord avec la stratégie d'entreprise ? Quelles allaient être les ressources à mettre en place pour être sûr que quand
quelqu'un était porteur d'un projet d'innovation, il allait pouvoir mener à bien ce projet d'innovation. Comment est-ce qu'on allait mettre en fait toutes les ressources, toutes les chances d'échec en fait à disposition des gens. Et quand je dis toutes les chances d'échec, parce qu'il faut explorer, il faut apprendre de ce processus d'innovation, mais il faut tuer les fausses bonnes idées dès que possible pour que les bonnes idées puissent avoir les ressources dont elles ont besoin, l'énergie nécessaire pour arriver à leur terme. Et c'est un paradigme qui est vraiment compliqué à comprendre par nos entreprises. Pourquoi? Parce que nos entreprises sont faites pour livrer ce qui a été commandé par le client en optimisant les ressources. Et là, ce que l'on fait avec l'innovation, c'est qu'on dit, voilà, on va explorer des choses nouvelles. On a énormément d'incertitudes et il va falloir un petit peu parier, hein, nous donner des ressources pour qu'on arrive à réduire ces incertitudes et voir si notre projet d'innovation en vaut la peine ou pas. Donc ça, c'est vraiment contraire, je dirais, à la manière de gérer une entreprise. Après, tu as raison en disant qu'il y a des activités de R&D et en France, on est pas mal, nos entreprises, notamment nos grandes entreprises, sont pas mal poussées par la recherche et développement, la recherche et technologie. Et quand on a fait nos travaux sur le management de l'innovation, on a cherché à voir comment est-ce qu'on positionnait l'innovation par rapport à la R&D et la R&T. Et ce qui nous est apparu, c'est que tout ce qui est recherche et technologie, donc quelque chose qui est assez en amont, permet de transformer de l'argent, de l'investissement dans du temps de recherche, l'investissement dans des prototypes. Ça permet de transformer de l'argent en connaissances. Après, arrivent les équipes de recherche et développement, qui là vont être capables de transformer ces connaissances en technologie, en briques technologiques. Ensuite arrivent les gens de l'innovation qui vont assembler ces différents briques technologiques et identifier comment et où on peut créer de la valeur et justement proposer ces innovations. Donc, si on regarde les gens de l'innovation, à la fin, ils vont prendre ces briques technologiques et ils vont recréer de l'argent. Donc, ça nous permet de boucler un peu le triangle, vous voyez, R&D et innovation. Et c'est comme ça qu'on arrive à rendre visible l'innovation au sein de l'entreprise, en montrant que oui, il y a des processus qui existent pour transformer justement ces briques technologiques en innovation et qu'il existe aussi des manières de mesurer la capacité d'innovation, c'est-à-dire que la capacité de l'entreprise à transformer ces briques en valeur. D'accord. Le raisonnement est imparable. Effectivement, sous cet angle-là, ça clarifie effectivement beaucoup les choses. Et j'imagine que du coup, ça donne aussi des points de repère, des éléments culturels au sein d'une entreprise qui permettent de clarifier effectivement et de positionner les différents acteurs, chacun à leur rôle. Sur la culture, et notamment sur la culture de l'innovation, bien entendu, en quoi, toi, ton expérience de la norme ISO et puis ton expérience dans un grand groupe peuvent nous aider à mieux comprendre comment utiliser la culture, ou en tout cas la norme innovation, pour bâtir et pour développer une culture de l'innovation au sein d'une entreprise? C'est un sujet qui prend du temps au sein de l'entreprise pour installer une culture, changer une culture. Déjà, c'est peut-être mon travers ISO, mais comment est-ce qu'on arrive à définir, à comprendre ce qu'est la culture? La culture, ça va être la manière dont les gens vont agir, vont réagir au sein de l'entreprise. Quels vont être les réflexes que l'on va créer? Et ça, c'est quelque chose qui est assez qui prend du temps à mettre en place. Quand on veut installer une culture d'innovation, il faut déjà avoir un support du leadership assez, assez franc, il faut avoir une implication des leaders. Et là je prendrais l'exemple d'Airbus où vraiment l'innovation fait partie des messages qui sont régulièrement portés par nos leaders et qui vont aussi
je dirais, soutenir, présenter, être vraiment nos porte-parole des projets d'innovation. C'est eux qui vont vraiment, voilà, animer la vitrine d'innovation, je dirais, d'Airbus. Et ça, c'est très important parce que ça permet de montrer aux employés que, oui, l'innovation est valorisée au sein de l'entreprise. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour installer une culture d'innovation. Il faut aussi développer la partie compétences. Justement, comment est-ce qu'on va manager l'innovation? La plupart du temps, ce qui se passe dans une entreprise, c'est que les leaders vont dire: «Oui, il faut innover, il faut penser au futur de l'entreprise». Avec des employés qui vont avoir des idées parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont à proximité des clients, ils sont à proximité, en fait, des opérations. Ils vont dire: «Ah bah oui, voilà, c'est ce que l'on voit, ce que l'on a compris des tendances». Et bien souvent, on a le middle management qui va bloquer ces projets d'innovation parce qu'il va dire aux employés: «Non, non, non, vous, votre mission, c'est celle-ci et je vous donne des ressources pour faire ça». Et donc il va y avoir une frustration qui va naître de la part des employés en disant: «De toute façon, je ne suis pas écouté, cette société ne veut pas innover, bon OK, moi je continue à faire mon business as usual et puis tant pis». Et donc arriver à développer les compétences d'innovation, ça va faire prendre conscience au middle management du rôle important qu'ils ont à jouer dans cette aventure entrepreneuriale de la société, leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas là pour administrer une entreprise, mais qu'ils sont là pour faire vivre l'aventure entrepreneuriale. Et donc, c'est par le biais de formation, leur montrer qu'il existe des outils, des méthodes, les aider aussi à mettre en place leurs critères pour mesurer si avoir cette utilisation d'outils liés à l'innovation les aide dans leur business, dans l'engagement notamment des employés. Et il faut mettre en place toute la structure aussi pour gérer le portefeuille de projets d'innovation. Être sûr qu'on est capable de régulièrement nourrir un portefeuille de projets d'innovation pour que régulièrement, en sortie, on arrive à créer de la valeur avec de nouveaux projets. D'accord. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que tu nous as dit sur la culture, et sur la culture innovation en particulier. Et du coup, moi, j'ai envie à ce moment-là de m'arrêter sur deux points qui me semblent être importants dans ce que tu as présenté. C'est à la fois la notion de compétences et de développement des compétences, notion de parcours de formation. Et puis l'autre point, tu as commencé à évoquer la gestion du portefeuille de projets d'innovation. Et donc là, j'aimerais bien que tu puisses développer ces deux thématiques et peut-être voilà, les illustrer également par des choses concrètes que tu as déjà menées ou sur lesquelles tu es en train de travailler aujourd'hui pour illustrer un petit peu ces deux notions, donc compétences et gestion de portefeuille. Dans la partie compétences, ce que l'on a fait chez Airbus, c'est qu'on s'est mis tous autour de la table et on a une grande diversité d'activités au sein d'Airbus. À l'époque où on a mis en place les compétences pour l'innovation, j'étais dans la partie Defense and Space, c'est-à-dire tout ce qui est satellite et avions militaires, pour faire très simple. Et donc j'étais avec mes collègues qui eux s'occupaient plutôt des hélicoptères et mes collègues qui étaient plutôt dans les thématiques d'innovation liées à l'aviation commerciale. Et on a défini 4 piliers liés aux compétences d'innovation. Ces 4 piliers sont les suivants. On a le design thinking. Donc là, bon, ce qu'on voulait faire en portant cette méthode comme étant une compétence fondamentale, c'était pour aboutir à 2 choses. La première, c'est que lorsque l'on a une entreprise avec beaucoup d'ingénieurs, et chez Airbus, voilà, on a quand même une culture très, très ingénieur. Un ingénieur, ça, et j'en suis je suis aussi un ingénieur, donc je sais de quoi je parle. On pense que les chiffres n'ont pas de sentiment, donc c'est très difficile d'être empathique. Et ce que l'on voulait créer avec le design thinking, c'était apporter cette dimension d'empathie. Comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment se mettre dans la peau du client et comment est-ce qu'on va l'interviewer vraiment? Comment est-ce qu'on va être capable d'aller gratter de l'information en discutant avec le client, en étant proche de lui?
Et la difficulté qu'on a souvent chez nous, c'est que notre utilisateur final n'est pas forcément notre client. Donc il a fallu aussi qu'on adapte un petit peu le design thinking à ce paradigme-là. L'autre dimension qu'on voulait apporter avec le design thinking, c'était changer la place du prototype. Parce que quand on regarde comment je dirais, ont été utilisés les prototypes, la plupart du temps, c'était les gens du bureau d'études qui, le week-end, dans leur garage, allaient tester certaines choses. Parce que, par définition, l'ingénieur, c'est celui qui a du génie, qui arrive à répondre à la question qui lui est posée. Et quand un ingénieur doit tester, ça veut dire qu'il ne sait pas. Et sans doute, culturellement, on cachait les prototypes. Et là, ce qu'on veut faire avec le design thinking, c'est dire: «Non, non, regardez, le prototype fait partie de l'itération, fait partie de l'histoire d'innovation et on doit le mettre en vitrine, au contraire. On doit montrer comment est-ce qu'on est arrivé à progresser. Le prototype est un élément important de l'innovation». Donc c'est ce qu'on a voulu faire avec le design thinking. Voilà, montrer que c'était un processus itératif, qu'il pouvait y avoir des loupés et vraiment, voilà, amener les ingénieurs à se mettre dans la peau du designer et à adopter aussi un autre point de vue. Donc ça, c'est notre première compétence, celle du design thinking. Deuxième compétence, on l'a appelée le business thinking. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va être capable de réfléchir à un nouveau business model et comment, quand on change le business model, peut-être qu'on peut améliorer aussi le business case et comment est-ce qu'on va aussi arriver à présenter, à pitcher son idée à des décideurs. Parce que quand on est ingénieur, on aime beaucoup la technique et surtout quand on est français, on va chercher à montrer qu'on a eu un raisonnement qui est correct, hein, plutôt que de montrer quels sont les résultats qu'on obtient. Et quand on va pitcher ça face à un décideur qui est plutôt anglais, lui, il va attendre dès le début la phrase d'accroche. Et s'il n'a pas cette phrase d'accroche, il est perdu. Il dit: «Oui, mais il me fait un très beau raisonnement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que je vais gagner». Donc voilà, par cette compétence du business thinking, on a voulu aider les ingénieurs à développer cette manière d'appréhender le business. Ensuite, on a une troisième compétence qui s'appelle le systems thinking. Alors là, c'est la pensée système. L'idée, c'est d'arriver à appréhender le système dans sa globalité et d'identifier quelles sont les différentes interfaces des sous-systèmes. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez avec votre projet d'innovation, vous allez perturber un écosystème. Et donc, c'est intéressant de comprendre finement comment fonctionne cet écosystème et voir ce que vous allez perturber. Et voir quelles sont toutes les inconnues, toutes les incertitudes liées à cette perturbation. Et puis aussi, le system thinking, ça permet dans une grande organisation de comprendre où sont les différentes parties prenantes, quelles sont les différentes interfaces qu'on va avoir à gérer pour mener à bien son projet d'innovation, pour arriver à pousser les bonnes portes, taper aussi aux portes au bon moment pour arriver à obtenir du support pour son projet d'innovation. Donc, c'est ça que l'on montre avec le system thinking, quels sont aussi les différents outils que l'on a pour trouver quels sont les blocages dans un système et comment est-ce qu'on va petit à petit arriver à faire progresser son projet d'innovation. La dernière compétence, elle s'appelle Innovation Leadership et là, on est en train de la renommer intrapreneuriat. C'est une compétence où là, on souhaite aider les chefs de projet d'innovation à monter une équipe. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens de venir travailler dans ce projet d'innovation? Comment est-ce qu'on arrive à aller aussi voir les décideurs et leur dire: «Là, je pense qu'il y a quelque chose. Là, voilà ce que j'ai compris du marché, voilà les ressources dont j'ai besoin, voilà déjà les premiers protos que j'ai montrés qui m'ont permis de voir qu'il y avait une traction, qu'il fallait faire quelque chose». Et puis aussi, c'est comment gérer les hauts et les bas d'un projet. Il faut pas se leurrer, dans un projet d'innovation, il y a des moments où on est vraiment au fond du trou, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on va s'en sortir, et on a besoin de retrouver cette énergie qui vient de la passion qu'on a pour son domaine. Et chez Airbus, on est vraiment dans un monde de passionnés. Se nourrir aussi de l'énergie de l'équipe pour continuer à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on souhaite donner dans cette compétence-là. Voilà.
comment est-ce que on peut mener à bien sereinement un projet d'innovation. Ces 4 compétences, on les a transformées en formation et ces formations, elles sont données aujourd'hui par, Air Business Academy, qui est une filiale d'Airbus et ces formations sont disponibles à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles sont, hem, elles sont pas, je dirais, colorées, aéro. C'est-à-dire que même si vous êtes en dehors du monde du spatial, de la défense, de l'aéronautique, ces formations, s'adressent à tous les domaines puisqu'on a voulu des compétences qui, restent, assez générales. Et voilà, c'est comme ça qu'on a construit, les compétences et la manière dont on allait aider à la fois les managers, parce qu'après on a décliné en fait ces compétences sur comment est-ce qu'on allait former les managers, comment est-ce qu'on allait les aider à appréhender la créativité, comment est-ce qu'on allait les aider aussi à comprendre quels étaient les besoins au sein de leurs équipes en termes d'innovation, et aussi pour les personnes qui vont après gérer les projets d'innovation. En quoi ces 4 piliers que tu nous as présentés permettent de faire des choix, de faire des arbitrages, et comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, de tuer les mauvaises idées, ou en tout cas les mauvaises pistes, pour au contraire se concentrer sur les pistes les plus prometteuses. Oui, alors, là, il y a, à qui s'adressent, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, à qui s'adressent ces formations? Ces formations, elles s'adressent, comme j'ai dit, à ceux qui vont mener les projets d'innovation, aux managers, et il y a aussi une autre population, ça va être l'équipe innovation en tant que telle. Ça va être les coachs en innovation, ceux qui vont aider les porteurs de projets. Là, ce sont des personnes qui sont assez difficiles à former. Parce qu'à partir du moment où ils ont sur leur carte de visite le titre de coach en innovation ou manager en innovation, bah ça y est, ils savent pourquoi est-ce qu'ils seraient formés. Ils ont été reconnus comme ça dans l'entreprise, donc pas besoin d'être formés. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que la manière dont les projets d'innovation étaient accompagnés par ces équipes innovation dépendait fortement de leur parcours. Si vous avez quelqu'un qui a plutôt un background business, bah, cette personne, elle sera tout le temps fourrée chez le client en train d'essayer de dénicher des contrats, plutôt que de travailler sur le prototype et d'aider l'équipe projet à développer la partie technique. Et à contrario, si vous avez un ingénieur, lui, il sera ravi de passer du temps dans le Fab Lab avec l'équipe pour monter le prototype. Et puis bon, le client, on verra ça après quand le prototype sera suffisamment beau et suffisamment fonctionnel. Donc la difficulté, c'est comment est-ce qu'avoir une certaine sorte de baseline, de tronc commun dans le support à l'innovation. Et là, je me suis raccroché aux normes ISO en les utilisant pour outiller en fait les coachs. Les outiller dans le suivi des projets. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir arriver à faire des recommandations suivant la maturité du projet. Donc j'ai utilisé les normes pour définir les niveaux de maturité des projets, différentes catégories. Le projet va s'évaluer sur la partie techno, la partie marketing and sales, la partie contexte juridique, financier, où est-ce qu'on en est dans la consommation du budget, et puis organisationnel, quels sont les besoins en compétences, en ressources pour mener à bien le projet. Et donc ces dimensions-là, avec les niveaux de maturité, ont permis de définir des fiches. Et le premier prototype de cet outil, c'était des fiches Bristol qui étaient sur les bureaux des coachs. Et quand ils faisaient une revue de projet, ils pouvaient tourner les fiches et puis avoir une liste d'actions qui était recommandée. Et après, basé sur cet outil-là, ça m'a permis de faire un tableau de bord de l'ensemble des projets en disant vous allez pouvoir me dire quel est le niveau de maturité du projet d'un point de vue marketing and sales, si vraiment au tout début ou s'il est vraiment à la fin du cycle, d'un point de vue technique aussi, etc. Et en récoltant tous ces indicateurs, ça permet d'avoir une vue consolidée du portefeuille. Donc en utilisant des outils que j'avais mis à disposition
des coachs pour m'assurer qu'ils avaient tous une compréhension de ce qu'était le support d'un projet d'innovation. Ça m'a permis après de justement avoir ces outils de gestion de portefeuille. Et la gestion du portefeuille, elle est clé parce que c'est elle qui va permettre une allocation raisonnée des ressources et qui va permettre aussi de s'assurer qu'on a un portefeuille qui est rempli régulièrement par de nouvelles idées et qui produit aussi régulièrement de nouvelles innovations. Il faut s'assurer d'avoir une bonne consistance temporelle et d'un point de vue maturité du portefeuille. Ok, il y a une autre notion dans la norme donc ISO 56000 sur le management de l'innovation qui est, on va dire, esquissée. Elle n'est pas clairement notée. C'est la notion, voilà, alors qu'on peut appeler innovation responsable. On trouve quelques notions de durabilité. On trouve aussi des thématiques autour de la gestion des parties intéressées. Quel est toi ton regard en fait sur cette notion d'innovation responsable? Jusqu'où la norme est allée aujourd'hui et est-ce qu'il y a des liens avec les normes déjà existantes sur la gestion du développement durable notamment? Ce sujet-là, c'est un gros point de déception pour moi. Parce que quand on a commencé les travaux, donc quand j'ai pris la présidence du comité en 2013, on doit rédiger un business plan. Voilà. L'ISO nous demande un business plan. Alors, c'est pas un business plan avec des chiffres, c'est un business plan avec beaucoup de texte pour justifier l'intérêt de la norme. Et bon, alors j'étais pas tout seul à rédiger ce business plan, j'ai été aidé par toute la commission française, par l'AFNOR, et on avait porté ces valeurs de développement durable. On avait indiqué en quoi c'était important d'aborder ces notions d'éco-conception et que le développement durable, c'était pas quelque chose qui arrivait à la fin du projet d'innovation, mais quelque chose qui devait vraiment être intégré dans la gestion de l'innovation de l'entreprise. Et comme j'ai expliqué un petit peu au début, ça a été tellement compliqué d'arriver à se mettre d'accord à 60 pays, et puis en plus on est allé chercher d'autres institutions à se mettre d'accord sur ce qu'était l'innovation. Ensuite, il a fallu se mettre d'accord sur ce qu'était manager l'innovation. Après, il a fallu se mettre d'accord sur quelles étaient les ressources, quelle devait être la position du leader, quelle était la culture. Ces notions de développement durable n'ont pas du tout été prises en compte. On y fait quelques petites références, mais c'était, je dirais, c'est vraiment mineur par rapport aux enjeux qu'il y a derrière. Alors, c'est une déception de ma part, et l'autre jour, j'en discutais pas plus tard qu'il y a une semaine avec un expert, un ISO qui vient de Norvège et qui me dit: Alice, là, tu t'es bien planté quand même, hein. Et c'est vrai, je le reconnais, c'est un échec. Alors, bon, est-ce que la partie est finie? Pas du tout. On va avoir des révisions de cette norme et ne serait-ce qu'au niveau français, ce qu'on a fait, c'est que on va fusionner, on est en train de travailler dessus, la norme qui décrit le management de l'innovation et la norme qui prend en compte plus, je dirais, les dimensions de management responsable de l'innovation. Avant, c'était 2 documents séparés, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va fusionner ces 2 documents. Maintenant, au niveau ISO, il y a des chantiers qui sont en cours. Et il y a un comité qui a été lancé sur le changement climatique. La France est bien positionnée aussi puisqu'elle a le comité technique de l'économie circulaire. Donc voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir comment est-ce qu'on va briser les silos qui sont complètement artificiels sur ces différentes thématiques. Parce que les différents comités qui existent sur les sujets de développement durable, économie circulaire, éco-conception, management de l'innovation, ce sont des sujets qui sont transverses. Et il faut arriver à une coordination de ces différents sujets transverses. Donc là, je travaille avec l'ISO, je travaille avec l'AFNOR pour faire en sorte que les experts se parlent et que l'on arrive à comprendre, arriver à créer un document avec ces bonnes pratiques qui permettent de arriver à mener à bien des projets innovants, responsables et qui vont faire que notre futur reste désirable pour tous.
D'accord. Alors, moi, j'avais pas connaissance de ce document sur le management responsable de l'innovation. Tu as la référence en tête pour ceux qui seraient curieux et intéressés de le consulter? On devait le réviser, on l'a supprimé parce qu'on est en train de travailler dessus pour le fusionner justement. Donc, si vous voulez travailler sur ces sujets-là, c'est un appel à experts, comme on dit, pour que les parties prenantes rejoignent les travaux au sein de l'AFNOR pour rejoindre la Commission nationale innovation où l'on discute de ces sujets-là. Merveilleux teasing, et merci pour cet appel à experts. Toutes les informations seront disponibles sur la page du blog. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour ce parcours. Peut-être une dernière question, parce que je crois que l'ISO est encore est en train de travailler sur une norme de certification, la norme ISO 56001 qui est en préparation. Quel est l'objectif de cette certification? C'est de pouvoir demain labelliser des entreprises qui seraient engagées dans une démarche d'innovation, c'est bien ça? Exactement. Ce que l'on a publié jusqu'à présent, c'est l'ISO 56002 qui décrit un système de management de l'innovation avec juste des recommandations. Là, il y a plusieurs pays qui ont dit on aurait besoin d'une certification. Alors pourquoi cette certification? Parce que culturellement, dans certains pays, la montée en compétence des entreprises ne peut se faire que par la certification. Et les normes de recommandation sont vues comme étant plus faibles. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce chantier de normes je dirais qui va être auditable. Donc comme on a l'ISO 9001 qui va permettre d'avoir une certification sur le management de la qualité, il y aura l'équivalent avec la 56001 sur le management de l'innovation. Qu'est-ce qu'elle va dire cette norme? Elle va dire, si vous voulez avoir un système de management de l'innovation, voilà, il vous faut absolument ceci, ceci, ceci et ceci. Et vous aurez un auditeur qui viendra cocher les cases en disant, OK, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Et qui vous donnera à la fin votre petit papier avec le tampon qui dit que vous êtes certifié. Voilà, quel est je dirais le but de cette norme. Alors maintenant, comment est-ce que elle va être développée? Alors, les travaux ont commencé juste là, fin février. Donc on est vraiment au tout début. Il y a déjà 62 experts du monde entier, parce qu'on est à peu près plus d'une soixantaine de pays à travailler sur ces normes-là. Les travaux viennent de commencer. On a lancé un appel à experts au niveau français pour renforcer justement la commission nationale sur le management de l'innovation au sein de l'AFNOR, parce que au sein de l'ISO, un pays égale un vote. C'est-à-dire que pour la France, pour l'AFNOR, c'est nécessaire de faire appel à toutes les parties prenantes, à toutes les personnes qui se sont justement du monde de l'innovation, que ce soit aussi bien une grande entreprise, une entreprise de taille moyenne ou une PME ou une start-up, que ce soit un cabinet de conseil ou des universitaires. Le rôle de l'AFNOR, ça va être de rassembler toutes ces parties prenantes et de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire le management de l'innovation en France, dans les organisations françaises? Voilà quelles sont les discussions qui se passent au niveau international. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Parce que la position française est définie par cette commission nationale. Et donc, pour avoir les documents en avance de phase, pour faire valoir ses arguments, son opinion, il est bien de rejoindre cette commission qui est en plus très sympathique. L'ensemble des personnes qui la composent est très sympathique. Et on a un vrai moyen d'influence au niveau français parce que, comme je le dis, on a la présidence et aussi le secrétariat de ce comité technique. Donc, on agit sur le tempo, sur la coordination. Donc, voilà, si on a une spécificité française, on a des moyens de la faire valoir. Et voilà. Donc, c'est vraiment un appel à experts. Rejoignez-nous parce que, au-delà de contribuer à un projet international, il y a aussi le réseau que l'on arrive à développer par la participation à cette commission et on apprend beaucoup. On se benchmark aussi entre nous, entre membres de la commission, parce qu'on discute sur nos pratiques. Et voilà. Donc, toute personne qui souhaite nous rejoindre est vraiment la bienvenue au sein de la CN Innov, comme on l'appelle par son petit nom.
Ok, bah l'appel est, l'appel est bien lancé et j'espère que l'appel sera entendu et suivi d'effet. Alice, merci pour toutes ces informations que tu as bien voulu nous donner, qui viennent vraiment voilà, de la source de choses assez précieuses sur les travaux de l'ISO et puis également sur des mises en application dans des grands groupes et notamment chez Airbus. Pour terminer, je te laisse peut-être le mot de la fin et peut-être nous parler également de ton podcast que tu as lancé il y a quelque temps, l'Ampoule. Quel est l'objectif et qu'est-ce que tu veux en faire? Merci beaucoup Frédéric. Moi j'étais vraiment ravi de participer au podcast Innovecteur. Alors j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris pour mon propre podcast qui est tout balbutiant par rapport à l'âge de l'Innovecteur. Alors ce podcast qui s'appelle l'Ampoule, que j'ai lancé début 2021, est né d'une frustration. Voilà, celle de la période du Covid. Alors aujourd'hui, moi, je suis basé à Washington DC et je rencontre beaucoup moins de monde parce que je ne voyage pas. C'est la première fois que je ne voyage pas depuis aussi longtemps. Ça fait plus d'un an. Et par mon métier, donc je m'occupe de la culture d'innovation chez Airbus. J'ai aussi ce rôle au sein de l'ISO. J'ai été amenée à rencontrer beaucoup de monde, à discuter d'innovation très régulièrement. Et d'être enfermée chez moi, juste voilà, passer des coups de téléphone pour continuer à mener des projets à distance, au fur et à mesure, je me suis aperçu que mon cercle de connaissances se réduisait. Et je me suis dit: «Ça va pas. Non, non. Si je veux arriver à garder mon esprit créatif, il faut que je continue à m'ouvrir aux autres et à discuter avec les autres». Puis je me suis dit: «Mais en plus, la plupart du temps, ces discussions qui sont super intéressantes, je les garde que pour moi. Allez, je vais les partager». Et je vais un petit peu quitter ma zone de confort parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes personnels avec ma voix. Heu, en en réunion, quand j'ouvrais la bouche, je me suis dit: «Bon alors, quels sons est-ce que je vais arriver à produire?» Et donc ça m'est très difficile de m'écouter et voilà, ce podcast, ça m'a permis ce travail sur moi-même, ce travail aussi, d'ouverture sur les autres, en apprenant aussi, l'art de l'interview, de la relance, et aussi, continuer à travailler, ses capacités d'empathie et d'écoute envers les autres et puis continuer à apprendre, parce que c'est ça qui me passionne, c'est d'apprendre des autres en discutant avec les autres. Alors l'ampoule, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le résultat que ça produit? Alors, c'est un podcast où je vais interviewer des gens qui, sont actifs dans le monde de l'innovation. J'essaie de comprendre leur parcours. Alors, je ne fais pas tout à fait comme toi, Frédéric, je ne les présente pas. Je leur demande à eux de présenter leur parcours et d'imager leur parcours avec, des anecdotes pour comprendre, ce qui les a fait prendre, en fait, certains, parcours, certains carrefours, certains embranchements dans leur carrière et qui les a amenés à travailler sur des projets d'innovation. Et ça m'est venu parce que quand j'interviens auprès, d'universités, j'ai pas mal de questions d'étudiants qui me disent: «Mais comment vous en arrivez à travailler dans l'innovation?» Aujourd'hui, bon, on a certains masters qui existent en management de l'innovation, mais bon, c'était pas toujours le cas et je m'aperçois que les parcours des gens qui travaillent dans le monde de l'innovation sont vraiment atypiques et très, très intéressants. Donc dans un premier temps, voilà, je cherche à être inspiré par leur parcours et dans un deuxième temps, on aborde sur, leurs bonnes pratiques de l'innovation. Qu'est-ce qu'ils en ont compris? Quelles sont un petit peu leurs, recettes, leurs bonnes recettes? Et on termine aussi, un petit peu comme tu l'as fait, sur l'ouverture sur le développement durable. OK, quel est l'impact du développement durable, heu, dans la vie personnelle des gens? Et quelquefois, en fait, c'est, voilà, parce que personnellement, ils ont changé certaines choses qui se sont dit: «Dans mes pratiques professionnelles, il faut aussi que je change». Ou est-ce que ce sont, voilà, des éléments extérieurs de réglementation qui ont fait qu'ils ont été amenés à changer leurs pratiques, notamment dans leurs projets d'innovation? Voilà ce que c'est que l'ampoule et pour le moment, je publie, un numéro quand je dirais mes enfants m'en laissent l'opportunité parce que, à l'heure actuelle, ils étudient depuis la maison. Donc autant vous dire que les agendas sont très serrés en ce moment. Ok. Bon, on a compris on a compris les contraintes.
Mais on peut donc s'abonner donc à l'ampoule pour avoir les dernières informations pour s'inspirer donc de parcours de personnes qui évoluent aujourd'hui dans le monde de l'innovation. Eh bien écoute Alice, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis je te laisse, par tradition, le mot de la fin. Eh bien, je dirais qu'innover, c'est oser. Donc, osons partager nos idées. N'ayons pas de limite de censure personnelle. Il faut oser et exprimer sa créativité. Merci à tous. Merci Alice. À bientôt sur l'ampoule. Merci, au revoir. Merci beaucoup Frédéric. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.